Attention, 3, 2, 1, on papote? Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Depuis le temps tu connais le concept, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos questions d'amour, de séduction, de confiance en soi, des questions sur vous, sur moi, pourquoi pas. Comme les réponses sont courtes, j'essaye toujours de faire des réponses courtes même si c'est pas vraiment mon fort, soyons honnêtes. Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de découvrir quelles sont vos interrogations de la semaine, alors c'est parti, papotons. Ouh là là, on commence avec des questions bien sérieuses. C'est Alphonse qui me demande: est-ce qu'il est vrai que se forcer à être seul aide à vaincre la dépendance affective? Eh ben c'est une bien vaste question mon Alphonse. La dépendance affective, au cas où tu saurais pas ce que c'est ce sentiment, tu sais, dès qu'on se retrouve tout seul, que oh là là, c'est beaucoup trop de se retrouver tout seul et on se sent dépendant finalement de la présence de quelqu'un. D'une manière générale, ça va de pair avec la peur de l'abandon et on se sent dépendant en fait de l'amour qu'on va recevoir généralement de notre amoureux ou de notre amoureuse, ce qui va donc faire qu'on a du mal à supporter la solitude. Maintenant, est-ce que se forcer à rester seul, ça va t'aider à vaincre cette fameuse dépendance affective? J'ai envie de te dire, ça dépend des cas. On est toutes et tous différents, je ne t'apprends rien, et je pense qu'il y a autant de dépendance affective qu'il existe de dépendants affectifs. Donc je suis à peu près convaincue que pour certaines personnes, effectivement, ça peut aider, de la même façon que je suis absolument convaincue que pour beaucoup d'autres personnes, ça n'aidera absolument pas. Tu sais, ça me fait un peu penser à quelqu'un qui serait en rééquilibrage alimentaire, à qui on dirait non mais on va te faire passer des journées entières devant une boulangerie, comme ça tu vas voir, ça va t'apprendre à résister. Tu sais, je suis pas certaine que ce soit bien utile. Mais encore une fois, ça dépend des personnalités, ça dépend des cas. Toujours est-il que, il me semble que dans ces moments-là, notamment lorsqu'on se rend compte qu'on est dépendant affectif, si on a envie de travailler sur cette dépendance affective, d'abord il faut faire un vrai travail d'introspection, se poser les bonnes questions en fait. Qu'est-ce qui fait que je suis devenue dépendant ou dépendante affectif? Quels sont les traumatismes dans mon enfance qui font que aujourd'hui j'ai absolument besoin d'être accompagnée parce que la solitude c'est trop dur pour moi? Une fois que tu les as identifiés, peut-être en parler. Alors tout ça c'est un travail qui généralement se fait avec un psy ou une psy. Tu peux le faire seul aussi, tu peux en parler avec tes amis, pourquoi pas avec tes parents, mais dans tous les cas c'est un travail qu'il faut faire pour ensuite finalement réussir à faire la paix avec tout ça, soigner un peu cette blessure pour rebâtir quelque chose de nouveau sur des fondations saines. Ça évidemment c'est la théorie, dans la pratique c'est souvent un petit peu plus, voire beaucoup plus difficile, mais voilà, pour te répondre mon Alphonse, se forcer à être seul, je pense que de toute façon l'idée de se forcer à quoi que ce soit dans la vie c'est toujours un peu compliqué. Alors attention, il y a une vraie différence entre être discipliné, être déterminé et se forcer. Dans l'idée de se forcer, j'entends se faire un peu du mal, tu vois. Donc si ça te fait du mal de te retrouver seul et que tu te dis si vas-y je vais me forcer à être seul comme ça, je vais m'endurcir etc. Je suis pas convaincue que ce soit la meilleure des choses à faire. Encore une fois, ça dépend de chacun, mais quand même. Maintenant, si tu m'expliques que justement tu viens de faire ce travail d'introspection là et qu'aujourd'hui t'as envie d'apprendre à vivre seul pour justement te sentir mieux seul et que tu t'autorises régulièrement à sortir un peu de ta zone de confort pour passer un peu plus de temps seul alors que naturellement t'aurais cherché à combler cette solitude, là je te dis bah oui, évidemment, c'est une bonne idée. Mais tu vois, finalement c'est qu'une question de syntaxe. L'idée de se forcer, donc de se faire du mal, je pense que dans tous les cas c'est pas forcément une bonne idée. Si l'idée c'est de te soigner, il vaut mieux se faire du bien et être doux avec soi-même, même si de temps en temps sortir de sa zone de confort ça peut être utile, mais sortir de sa zone de confort ça doit se faire justement petit à petit, pas dans la douleur, sinon c'est pas constructif. J'espère que ça t'aura aidé mon Alphonse, on passe à la question suivante. Aïe aïe aïe, la place de la femme dans la société. Gertrude me dit: j'ai toujours peur qu'en me faisant des amis mecs, on pense que je flirte ou que je manque de respect à mon propre mec. Et oui ma Gertrude, tu souffres malheureusement de l'image de la femme que la société essaie de mettre dans la tête de tout un chacun, c'est-à-dire, oulala, une femme qui va discuter avec un mec, c'est une femme qui offre des invitations, de la même façon qu'une femme qui est en jupe dans la rue, c'est une invitation à se faire violer. Alors j'extrapole, vous allez me dire non mais là, tranquille, c'est pas le sujet, mais si en fait, tout ça c'est un peu lié malgré tout, même si pour le coup, soyons honnêtes, que tu sois une femme qui traîne avec beaucoup de mecs ou que tu sois un mec qui traîne avec beaucoup de femmes, dans tous les cas c'est vrai, tu vas passer pour un dragueur ou pour une salope. C'est un peu ça le problème à mes yeux, c'est que le mec ça va être un dragueur, un homme à femme, sous prétexte qu'il traîne avec la jante féminine, alors qu'une femme qui va passer plus de temps avec la jante masculine, ça va être une allumeuse, une séductrice, éventuellement une pute, une salope, une traînée, bref. Donc ma Gertrude, je comprends tout à fait que tu aies peur qu'on pense ça de toi, puisque la société pense ça des femmes depuis bien longtemps. Maintenant, à toi, à nous, que dis-je, de faire l'effort de déconstruire ces préjugés-là et ces injonctions qu'on nous a mises dans la tête finalement de ne pas faire ce qu'on a envie de faire. Si tu as des amis mecs, et ben grand bien te fasse. Mais autant de bien te fasse que si t'as des amis filles en fait. Tes amis, c'est la famille que tu te choisis. C'est donc par définition des gens avec qui tu te sens bien et avec qui il n'y a juste pas d'ambiguïté. Si ça tombe sur des nanas, ça tombe sur des nanas. Si ça tombe sur des mecs, ça tombe sur des mecs. Si ça tombe sur les deux, ça tombe sur les deux. Mais j'allais presque dire on choisit pas. C'est vrai, tu sais, c'est un peu comme l'amour. T'as des atomes crochus avec telle ou telle personne ou t'en as pas, mais c'est pas calculé. Donc
ma Gertrude, s'il se trouve que tes amis c'est des mecs, et ben très bien. Par définition, encore une fois, je le rappelle, c'est ma définition de l'amitié. Tout le monde n'a pas la même définition, mais enfin bref, l'amitié, c'est bien s'entendre avec quelqu'un qui va nous faire du bien, qui va être là pour nous dans les bons comme dans les mauvais moments, c'est quelqu'un qui va nous tirer vers le haut, et surtout c'est quelqu'un à qui on va avoir envie de rendre l'appareil en ce sens. Et cette image est beaucoup trop cramée. Donc ma Gertrude, tes amis c'est des mecs, et ben très bien. Ce que vont en penser les autres, honnêtement, on s'en carre le coquillard. Et quel que soit le sujet d'ailleurs, si tu essayes de vivre par rapport à ce que vont penser les autres, mais t'as pas fini ma belle. Donc essaie de vivre uniquement pour toi. Fais ce qui te plaît, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si tu t'empêches de faire ce qu'il te plaît pour mieux plaire aux autres, si les autres ont envie de bitcher sur ta gueule, ils trouveront toujours quelque chose à dire pour bitcher sur ta gueule. Mais vraiment, hein, regarde l'exemple de Meghan Markle. Oui, j'ai regardé Harry et Meghan là sur Netflix. Ça m'a bouleversée, pauvre nana, à quel point elle a été mais traquée par les médias. Alors évidemment, attention, on a que leur côté de l'histoire, etc. Et puis c'est pas le sujet, mais juste au fil des épisodes où on suit Meghan et Harry, tu vois quand même que cette jeune femme a tout fait pour être acceptée, pour être adulée, et qu'au final, quoi qu'elle fasse, on lui reprochait toujours quelque chose. Alors tu n'es pas Meghan Markle, ma Gertrude, et quelque part, grand bien te fasse, parce que j'ai l'impression que c'est pas facile d'être dans ses pompes non plus. Bref, toujours est-il que, qui que tu sois, si tu cherches à vivre pour le regard des autres, et pour essayer de faire en sorte d'être absolument irréprochable aux yeux des autres, sache que ça n'arrivera jamais. Tout simplement parce que quelqu'un qui va bitcher sur toi, c'est même pas forcément parce que t'auras fait quelque chose de mal, c'est seulement parce que cette personne t'aura dans le pif, pour X ou Y raison, hein, que ce soit de la jalousie ou juste cette personne t'aime pas, et donc quelqu'un qui voudra bitcher sur toi, bitchera sur toi d'une manière ou d'une autre. Donc on s'en fout de ce que les autres vont penser. Les gens pensent que tu flirtes avec tes potes, et ben tant pis pour eux en fait. C'est pas ton problème ce que les gens pensent de toi. Ton problème à toi, c'est vivre une vie équilibrée et saine dans laquelle tu te sens bien. Et d'ailleurs, si je puis me permettre, faire fi du regard des autres jour après jour, ça fait partie de l'idée de vivre une vie saine et équilibrée dans laquelle on s'épanouit. Donc le regard des autres, on le met à la poubelle. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et donc petit tips, à chaque fois que tu te diras oh my god, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Déjà, essaie d'identifier quelles sont les personnes auxquelles tu penses quand tu te dis oh là là, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Parce que dans le on, généralement, il y a quoi? Il y a 2-3 personnes en réalité. Quand tu auras identifié ces 2-3 personnes dont le jugement t'inquiète, pose-toi les bonnes questions. Comment ça se fait que le jugement de ces personnes-là, qu'en plus potentiellement t'apprécies même pas forcément, t'importe autant? Qu'est-ce qui fait que t'as besoin de leur plaire à ces personnes-là? Et d'ailleurs, puisque t'as besoin de leur plaire, est-ce que c'est pas déjà la preuve que tu leur plais pas tant que ça? Et qu'est-ce que t'as fait pour pas leur plaire? Et est-ce que c'est si grave que ça, que ces personnes-là t'aiment pas? Pose-toi ces bonnes questions-là, et à chaque fois que la peur de leur jugement te rattrape, rappelle-toi que de toute façon, on s'en fout. Encore une fois, ce que ces personnes-là pensent de toi, ce n'est pas ton problème. Toi, tu vis pour toi, pour tes amis, pour ta famille, pour les gens que t'aimes et qui t'aiment en retour. Pas pour des gens qui cherchent à te descendre, ok? Encore une fois, je sais très bien que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais ce travail-là est absolument nécessaire si t'as envie de vivre une vie saine et épanouie. Le regard des autres, on s'en carre, le coquillard. La question intéressante, comment faire pour ne pas se sentir coupable de dire stop à un flirt? J'ai peur de donner trop de faux espoirs. Ça alors, ma Gertrude? Alors, remettons les choses dans leur contexte. Qu'est-ce qu'un flirt? Le flirt, c'est un mot anglais pour définir finalement la période où on se drague un peu, on se tourne autour. La parade nuptiale, comme j'aime l'appeler. Donc quand tu flirtes avec quelqu'un, tu lui envoies finalement des signaux selon lesquels la personne te plaît, et de fil en aiguille, on finit par se pécho et potentiellement commencer une relation, quelle qu'elle soit. Là, ma Gertrude, tu m'expliques donc que tu es encore en période de flirt avec cette personne et que tu as envie de dire stop sans te dire coupable, mais à aucun moment t'as à te sentir coupable de dire stop à un flirt. Justement, le moment de la séduction, de cette fameuse parade nuptiale dont j'aime rigoler, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître dans une intimité un peu plus prononcée. Et donc si tu n'as plus envie de flirter avec la personne, c'est que finalement tu te rends compte que cette personne-là ne va pas te plaire. Et à aucun moment il ne faut se sentir coupable de s'être rendu compte que la personne en face ne nous plaît pas tant que ça, in fine. Alors bien entendu, attention, ça risque effectivement de décevoir la personne en face qui était en train de flirter avec toi. Évidemment, par définition, si elle est en train de flirter avec toi, c'est que tu l'intéresses. Et si elle continue de flirter avec toi, c'est que elle a envie de continuer à flirter avec toi. Donc il n'y a pas eu cette prise de conscience selon laquelle ah bah en fait, je pense que ça va pas le faire. Donc ma Gertrude, ne te sens surtout pas coupable parce que de toute façon, personne n'a envie d'être dragué par pitié. Là tu te rends compte, t'es en train de m'expliquer que tu continues de flirter avec cette personne parce que sinon tu vas te sentir trop coupable, le pauvre, oh, il risque de souffrir. Non mais t'imagines, honnêtement, je préfère avoir un peu le seum de me rendre compte que telle ou telle personne s'intéresse pas particulièrement à moi, plutôt que d'apprendre qu'on a continué à me séduire dans le vent en plus du coup pour rien parce que l'autre avait pitié de moi en se disant ah non mais la pauvre, je l'ai draguée un peu, elle va pas comprendre pourquoi j'arrête de la draguer. Ah non mais non. Donc ma Gertrude, arrête de te sentir coupable, hein. C'est en continuant à flirter avec lui alors qu'il t'intéresse pas que tu peux te sentir coupable. Au contraire, être honnête et lui dire écoute, je suis désolée, je me rends compte que ça va pas le faire. Oui, ça fait mal sur le coup, évidemment, ça va lui faire mal à l'ego aussi. Mais c'est respecter la personne en face de toi que d'être honnête. Alors attention, honnêteté ne veut pas dire brutalité. Bien entendu qu'il faut annoncer à la personne avec tact
tact que bon bah en fait tu t'es rendu compte que ça allait pas le faire. Tu vas pas lui balancer dans la gueule, non mais en fait tu me plais pas, t'es chum, goodbye. Non! Tu vas envoyer ce fameux message que tout le monde déteste recevoir en mode écoute, je suis désolée, je pense que ça va pas le faire, je me rends compte que j'ai pas ce petit truc en plus, bla bla bla. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et puis vous allez arrêter le flirt à ce moment-là. Ne culpabilise jamais d'avoir été honnête avec quelqu'un en fait. D'autant plus si tu y as mis les formes et le respect qui vont avec. Maintenant pour la petite nuance, j'ai l'impression que tu m'expliques que tu veux arrêter de flirter avec cette personne parce que t'as peur de donner trop de faux espoirs. À la limite, si c'est ça ton problème, que la personne te plaît mais que t'as peur qu'elle s'emballe un peu trop par rapport à toi, hésite pas à lui dire je te rappelle que moi là pour l'instant je cherche pas vraiment du sérieux, donc oui on flirte, on s'amuse et tout, mais je te le dis, je ne compte pas me mettre en couple avec toi, est-ce que c'est ok pour toi? Comme ça au moins les choses seront claires. Et si cette personne te plaît, bah tu pourras continuer à apprendre à la connaître tout en sachant que au moins les choses sont claires, que lui il continue à flirter avec toi en connaissance de cause, etc. Donc à toi de voir ma Gertrude, mais voilà, ne culpabilise jamais, au grand jamais, d'avoir été honnête et respectueuse avec quelqu'un. C'est antinomique. Ah, une grande question qui m'est souvent posée par des hommes. Alphonse me dit « J'ai l'impression que personne ne veut rester avec moi car je suis trop gentil. » Pour l'instant promo, j'ai consacré quelques pages à ce sujet-là dans mon livre Parlons Cash qui est sorti aux éditions Larousse l'année dernière, justement sur ce complexe de l'homme trop gentil. Alors dans le livre, je parle pas de l'homme trop gentil mais de la personne trop gentille parce qu'il y a aussi des nanas qui sont trop gentilles. Et du coup, notamment parce que ça arrive souvent à des mecs en fait bizarrement d'être trop gentils entre guillemets, je reçois souvent des messages de la part de mecs qui ont tendance à être trop gentils qui me disent « Ouais non mais de toute façon, les nanas, elles préfèrent les connards, moi j'en ai marre, je jette l'éponge, etc. » Alors, ce n'est pas vrai. Les nanas, et ni les mecs d'ailleurs, personne ne préfère les connards ou les connasses. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet qui s'appelle « Pourquoi on préfère les connards ou les connasses ?» Ce n'est pas vrai. Personne ne préfère les bad boys. Ce n'est pas vrai. C'est une idée qu'on nous met dans la tête. Ce que les gens aiment, dans le côté bad boy, bad girl, connard, connasse si tu préfères, c'est ce jeu du chat et de la souris. C'est le fameux jeu de la séduction, le fameux suis-moi je te suis, cette ambiguïté qui fait que ça nous tient en haleine et ça fait battre notre cœur et ça nous fait vibrer en fait. C'est ça qu'on aime. On aime toutes et tous vibrer très fort en attendant le message ou les nouvelles de quelqu'un qui nous plaît. C'est ça que les gens aiment dans la partie bad boy, bad girl. Et j'essaie de pas dire connard ou connasse pour pas me faire démonétiser. Et du coup, par opposition, les personnes qui vont être entre guillemets trop gentilles, ce sont également souvent des personnes qui ne vont absolument pas se faire désirer. Et alors, bien entendu, chacun sa personnalité, mais il y a une différence entre pas trop réussir à se faire désirer parce que de toute façon on n'est pas comme ça, et en donner 100 fois trop. Le problème des gens trop gentils, c'est que souvent, ils en donnent 100 fois trop, 100 fois trop vite. Ce qui fait 10 000 fois trop de choses, en fait. Donc mon Alphonse, quand tu me dis oui, j'ai l'impression que personne veut rester avec moi parce que je suis trop gentil, le problème n'est certainement pas que tu sois trop gentil. Tout le monde aime les gens gentils. Le problème, c'est sans doute que tu en donnes trop et trop vite. Pourquoi? Parce que lorsque tu donnes trop, ou en tout cas beaucoup, immédiatement, qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne en face? Elle se dit, ok, on se connaît depuis 2 heures, le mec il est déjà prêt à faire le tour du monde pour moi, donc ça n'a aucune valeur. S'il veut faire tout ça pour moi alors qu'on se connaît depuis 2 heures, ça veut dire qu'il voudra bien faire tout ça pour n'importe quelle personne qui connaîtra depuis 2 heures aussi. Donc je ne suis absolument pas exceptionnelle à ses yeux, donc ça ne me renvoie pas une bonne image de moi-même, et donc goodbye. Alors que mon Alphonse, si t'attends 3-4 mois avant de dire à la personne, je suis prêt à faire le tour du monde pour toi, qu'est-ce qui se passe dans la tête de cette personne? Elle se dit, oh waouh, maintenant qu'il ou elle me connaît suffisamment, il ou elle a jugé que j'étais suffisamment important ou importante à ses yeux pour faire le tour du monde pour moi. Donc ça veut dire qu'on a une connexion forte et que cette personne, maintenant qu'elle a appris à me connaître, elle a envie de donner suffisamment pour moi parce qu'elle a jugé que j'étais suffisamment importante à ses yeux. Et là, ça va prendre de la valeur. C'est pareil pour les premiers je t'aime, pour les premiers cadeaux et pour la disponibilité. Si tu dis à quelqu'un je t'aime au bout de 2 heures, ça n'a aucune valeur parce que tu connais pas la personne, donc c'est pas vrai en fait, tu ne l'aimes pas. Alors que si t'attends quelques semaines ou quelques mois, tout à coup ça prend de la valeur. Pareil pour les cadeaux, si tu couvres quelqu'un de cadeau au bout de 2 semaines, ça n'a pas la même valeur que si tu couvres quelqu'un de cadeau au bout de 6 mois. Et pareil pour la disponibilité, si t'es ultra disponible dès le début pour la personne, ça n'aura pas la même saveur que si tu deviens beaucoup plus disponible au bout de quelques semaines ou de quelques mois. Je suis pas en train de te dire qu'il faut tout calculer, etc. Je suis juste en train de te dire que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne peut pas s'investir autant que lorsqu'on connaît cette personne et qu'on l'aime enfin. Donc mon Alphonse, note ça bien dans ta tête. Ce n'est pas parce que tu es trop gentil que personne ne veut rester avec toi, c'est parce que tu donnes trop tout de suite. Et alors je me doute bien que ça va avec plein d'autres petits problèmes qu'il y a dans ta tête, potentiellement une peur de l'abandon, le besoin d'être aimé, le manque de confiance en soi, mais rends-toi compte que donner trop ou énormément dès le début, ça n'aide pas les gens à t'aimer, au contraire. Justement parce que en donnant tout de suite, tu renvoies bizarrement une image pas si positive que ça de même aux gens, alors que si t'attends, et ben les gens se sentent un peu plus importants et donc ils apprécient plus. J'espère que ça t'aura aidé. Ouh là 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 là, sujet épineux. C'est Gertrude qui me dit « Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, c'est notre première relation, il a 22 ans, moi 19. Il est à Paris et moi à Bordeaux. Tout va bien entre nous, est-ce que le couple libre est une bonne idée ?»
Alors, c'est marrant parce que j'ai une amie justement qui elle aussi est en couple depuis un moment, ça se passe trop bien avec son mec, et elle m'a toujours expliqué que clairement, elle a toujours été certaine que c'était lui l'homme de sa vie, mais que ça allait clairement pas le faire si elle allait pouvoir coucher qu'avec lui jusqu'au restant de ses jours, et donc ils en ont vachement discuté. Ils ont lu des bouquins sur le sujet du couple libre, etc. Et ils se sont dit ok, on va devenir un couple libre. Alors moi laisse tomber, je suis cette histoire comme une série télé, je suis absolument passionnée par ce qu'elle me raconte, notamment parce que pour ma part je ne pourrais jamais faire ça, mais bon ça m'est très personnel. Ma Gertrude, ce que je sais c'est que quand on a envie de se lancer dans un couple libre alors que de base on était dans un couple standard exclusif, ça ne se fait pas du jour au lendemain et ça ne se fait pas n'importe comment. Je le sais parce que justement pour en avoir discuté avec cette amie là qui m'a appris beaucoup de choses sur le sujet, notamment lorsque la relation compte à tes yeux, tu peux pas faire n'importe quoi, il y a plein de règles en fait à établir. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de voir plusieurs fois la même personne? Jusqu'où est-ce qu'on a le droit entre guillemets d'aller? Est-ce qu'il faut se dire l'un l'autre si on a couché avec quelqu'un d'autre ou pas? Bref, il y a plein de règles comme ça. Apparemment, il y a un livre sur le sujet qui est très intéressant qui s'appelle La salope éthique. Alors je ne l'ai absolument pas lu donc je ne peux pas t'en parler. C'est justement mon amie qui m'a dit qu'elle avait lu ça et que c'était vachement bien fait. Et comme c'est une jeune femme très intelligente et intéressante, je suis convaincue qu'elle ne raconte pas n'importe quoi, donc je t'invite à lire ce bouquin si le sujet du couple libre t'intéresse justement. Pour ma part, c'est vrai que c'est un sujet qui m'inquiète toujours un peu. Si t'étais ma meilleure copine, je te dirais oh là là, mais t'es sûre que tu veux lancer un couple libre parce que vous êtes à distance, vous voyez pas beaucoup, ça va peut-être foutre la merde dans ton couple. Spontanément, c'est ce que j'ai envie de te dire. Et en même temps, je sais qu'il y a plein de couples pour qui ça fonctionne super bien, qui se sentent ultra équilibrés comme ça, et ça marche pour eux quoi. Donc, est-ce que le couple libre est une bonne idée, oui ou non? Je ne peux pas répondre à cette question pour vous. En fait, il faut que vous en discutiez ensemble, il faut que vous vous renseigniez ensemble sur le sujet, et surtout, faut pas se lancer dans cette idée-là à la légère, parce que là, ce que j'entends, c'est qu'en gros, vous êtes à distance et donc vous êtes en manque affectif l'un l'autre, très bien, mais attention, ça peut être à double tranchant, parce qu'il faudrait pas non plus que tu commences à voir une autre personne un peu plus régulièrement que ton propre mec, et que du coup, tu tombes love de cette autre personne, et que donc, ce couple qui t'importait au départ s'arrête. Donc, à toi de voir, discutez-en, mais discutez-en longuement et sérieusement, renseignez-vous sur le sujet, et voyez ce que vous avez réellement envie de faire, ce que vous êtes capable de faire aussi. Je pense qu'on n'est pas toutes et tous égaux face à ce sujet-là, la preuve, regarde. Moi, je sais que pour ma part, je pourrais vraiment jamais faire ça, je pense que ça me mettrait trop en insécurité, mais ça touche à mon histoire personnelle. Et mon amie qui me raconte qu'elle veut faire ça avec son mec, elle est en mode bah non, franchement, moi je trouve ça hyper intéressant, j'ai grave envie de faire ça, etc. Donc vraiment, on est toutes et tous ultra différents sur le sujet. Si ça se trouve, t'es ultra différente de ton propre mec sur le sujet, et il faut impérativement être d'accord, bien entendu, parce que c'est quand même un gros commitment, tu vois. Donc voilà, j'espère que ça t'aura aidé, ma Gertrude, et puis n'hésite pas à nous donner des nouvelles, parce que j'ai très envie de savoir quelle sera la décision finale pour ton couple libre ou pas. Tout ceci étant dit, je vais m'arrêter là pour ce On Papote. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a intéressé, peut-être même que ça t'a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu ou à noter ce podcast, ça me fera drôlement plaisir. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube ou à cette chaîne de podcast. Tu peux bien entendu venir me suivre sur mon compte Instagram NadRichard ou sur mon compte TikTok comme tu préfères. Et alors si jamais tu souhaites me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de confiance en toi ou que sais-je, en direct et en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo ou en podcast, tu le sais, c'est possible. Il te suffit de venir prendre rendez-vous avec moi sur mon site utilefutile.fr. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes et tu peux décider de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio, selon ce qui te met le plus à l'aise, parce que c'est quand même très important de se sentir à l'aise quand on parle de sujets aussi intimes. Dans tous les cas, si tu as envie de prendre rendez-vous mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, sache que tu ne me déranges pas, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous avoir en rendez-vous. Donc tu n'hésites pas, utilefutile.fr, le lien est dans la barre de description. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo ou d'avoir écouté ce podcast en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo ou le prochain podcast, je fais des très gros bisous. Ciao.